NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit applications subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit. Credit to the people. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, préparez-vous car l'actualité du water-polo a décidé de nous offrir un scénario complètement fou. Au programme de cet épisode explosif, le choc des titans en National 1. On s'attendait à un duel serré, on a eu droit à une démonstration de force. Monaco a littéralement éteint Marseille à domicile avec un score sans appel. Les Monégas sont-ils déjà intouchables cette saison ? On décrypte ce coup de tonnerre. L'exploit bleu-blanc-rouge, oubliez les doutes des derniers mois. L'équipe de France nous a offert un match d'anthologie face à la Hongrie. Une rencontre spectaculaire qui se solde par un 17 partout et qui révèle une équipe tricolore retrouvée, fraîche et libérée. L'incroyable stade de la semaine, du jamais vu ou presque, une gardienne qui marque non pas un, mais 2 buts dans le même match, c'est l'exploit signé Chloé Vidal avec Toulon, et on ne pouvait pas passer à côté. Et bien sûr, on fera un point lucide sur la campagne européenne difficile de nos clubs féminins Lille et Nancy, avant de faire un tour d'horizon des dernières infos internationales de la Serbie à Malte. Installez-vous, montez le son. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! C'est parti pour un nouvel épisode et pour démarrer cette semaine, on attaque avec les filles qui avaient une journée qui s'est déroulée. On sait que les championnats sont décousus, donc on avait un Taverny qui accueillait Toulon. Rappelons que Taverny est une équipe promue cette année. Et belle victoire à l'extérieur de Toulon, 20-11, après avoir mené à la mi-temps 11-3. Ça confirme un petit peu la bonne santé du club de Toulon, entraîné par Raphaël Pirat, qui avait fait pour l'instant un début de championnat assez intéressant, en perdant certes des matchs, mais en limitant les scores. Mais Toulon, pour qu'ils réussissent leur saison, il faut qu'ils battent 2 fois Choisy et 2 fois Taverny. Donc voilà, ils jouaient à Taverny, ils se sont imposés avec une grande marche quand même, plus 9. Et donc félicitations aux Toulonnaises. Alors, à noter dans ce match, plusieurs choses. Alors, on avait évoqué le premier match de Susanna Nehetz, donc elle a officié dans ce match, donc petite salutation à elle. Et dans ce match, côté toulonnaise, eh ben, on a quand même la gardienne, Chloé Vidal, qui marque 2 buts, donc c'est assez étonnant, c'est pas régulièrement qu'on a des gardiens qui marquent des buts, et ben elle en met 2. Et on a aussi Valentine Heurtaud qui apporte 4 buts à son équipe et Léopoldine Burle qui a marqué 5 buts côté toulonnais. De l'autre côté, on a Jade Bougrara qui en marque 8 sur les 11 inscrits par les Tabernaciennes. Tout a reposé sur elle et elle fait partie, je crois qu'elle est maintenant actuellement 2e du classement des buteuses de ce championnat. Taverny qui joue pas si mal, mais voilà, c'est la première saison à ce niveau-là. Ouais, Christophe, un gardien ou une gardienne qui marque un but, c'est assez rarissime, mais 2 dans le même match, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Donc certainement une relance sur une gardienne avancée ou sur une mauvaise transition des Tabernaciennes et puis elle récupère le ballon. Mais 2 buts, écoute, c'était suffisamment rare pour le saluer. Les 2 représentantes Lille et Nancy étaient engagées en Coupe d'Europe, donc c'est pour ça qu'on avait une toute petite journée côté national. Donc côté Europe, déroute pour Nancy en Italie. L'Antenor Plebiscito Padova bat Nancy 20-7. Nancy qui a subi une lourde défaite face
aux redoutables Italiennes, malgré un bon début de match dans le premier quart. Bon, que 7-3 et les Nancéennes ont été submergées assez rapidement puisque avec deux remplaçantes sur le banc, la fatigue s'est fait ressentir après la pause et Padova a infligé un run décisif de 6-0 en milieu de match, scellant ainsi le score de la rencontre 20-7. Côté italien, l'internationale britannique Amélie Perkins a été inarrêtable en inscrivant 4 buts. Écoute, c'est la qualité qui sépare le polo italien de club qui truste souvent avec l'Espagne les finales de Coupe d'Europe. Il y avait Horizonte qui a eu pas mal de victoires là-dessus. Padova aussi a toujours construit, a toujours une grosse équipe. Et puis les Nancéennes un peu diminuées, comme tu l'as dit, qui s'écroulent au fur et à mesure, logiquement, j'allais dire, du match, avec peu de rotation. Donc 20-7, ouais, c'est l'écart j'allais dire l'écart logique qui sépare une grosse écurie italienne d'une grosse écurie française actuellement. Et de l'autre côté, donc Lille accueillait les Hollandaises de Polar Bears et elles s'inclinent assez lourdement 24-12. Un match qui avait pourtant bien commencé puisque Lille avait tenu tête aux Polar Bears avec un premier quart-temps très accroché, 6 partout. Mais comme pour Nancy, la deuxième période a été fatale et les Néerlandaises ont enclenché la cinquième avec un 9-0, passant donc du coup de 7-7 à 7-16. Malgré les 4 buts de Lara Andress, Lille n'a jamais pu combler cet écart. Conséquence, cette défaite complique grandement la fin des parcours européens de Lille et de Nancy aussi, dont les espoirs de qualification ne tiennent plus qu'à un fil. Ouais, Christophe, on avait souligné un petit peu déjà le resserrement des écarts dans notre championnat national où, bien que Lille ait toujours 5 matchs, 5 victoires, ne caracole plus en tête comme c'était le cas ces dernières saisons. Donc, on peut imaginer qu'en montant à l'étage européen, l'écart se fasse d'autant plus sentir. Donc, les ours polaires hollandaises, les Polar Bears, écoute, 24-12, ça fait un peu cher quand même à l'arrivée, mais c'est une défaite logique. Donc dans ce groupe de 3, pour l'instant, chaque équipe a joué 2 matchs. Donc on a Ethnikos Piréus, les Grecs qui, pour l'instant, caracolent en tête, elles, pour le coup, avec 2 matchs de victoire, suivi des Hollandaises. De Polar Bears, une défaite, une victoire, donc 3 points. Et Lille, qui aura, je l'avoue, quand même bien du mal à se séparer de cette dernière place qui, pour l'instant, a 2 matchs de défaite. Donc, ça sera compliqué quand même pour les Lilloises. Ce serait bien d'accrocher déjà 1 point sur un match au pénalty, tout ça, mais ça sera compliqué parce que l'écart est conséquent et le polo est un sport assez exact où la hiérarchie est respectée et donc ça sera compliqué quand même pour elles d'aller chercher 1 point. Mais écoute, il faudra faire bonne figure et travailler éventuellement dans cette Coupe d'Europe pour pouvoir bien figurer en championnat. Du côté des Nancéennes, c'est un petit peu la même chose. Elles sont placées dans un groupe, donc comme tu l'as dit, avec Padoue et avec Barceloneta. Donc pour l'instant, Padoue, a fait carton plein, 2 matchs de victoire. Barceloneta, 1 victoire, 1 défaite. Et puis Nancy, 2 matchs de défaite avec moins 36 au goal average. Donc ça fait des défaites de 18 buts de moyenne. Donc je vois mal quand même Nancy, à l'instar de Lille, aller chercher un petit point par-ci par-là. Ce sera quand même compliqué. La marche est définitivement trop haute en Coupe d'Europe pour nos Françaises. Ouais, ça va être dur pour nos 2 clubs français engagés de voir un peu l'avenir en Coupe d'Europe. Ça risque de s'arrêter assez rapidement à ce niveau. On bascule du côté de la Nationale 1 pour la 10e journée. Donc une journée importante pour le haut du classement, mais on va voir aussi dans le bas de classement. Et pour attaquer, on va attaquer au milieu du classement avec un match qui avait été inversé, donc Arnes qui recevait Choisy-le-Roi, donc les 2 équipes qui luttent entre la 4e, 5e, 6e place, et victoire à domicile de Arnes, 14-13, et on était à la fin de la 3e période, 9 partout. Ouais, écoute, match très important pour les 2 formations. On sait que Arnes est toujours difficile à manœuvrer dans son bassin, un petit peu atypique, ce 25 mètres, 5 lignes, qui est compliqué à jouer. Et puis Choisy qui devait démontrer ses progrès et la bonne tenue pour l'instant de ce championnat. Donc il s'incline de 1 but seulement à l'extérieur. Je voyais une victoire de Arnes avec peut-être un écart un petit peu plus conséquent, mais Choisy aura grandement son mot à dire au retour.
Et bon, c'est une défaite qui, pas satisfaire des défaites, mais ils sont pas du tout décrochés et ils matchent quand même grandement avec les équipes classées un petit peu au-dessus. Donc pas un mauvais résultat de Choisy et Arnes qui avait beaucoup, beaucoup, à perdre dans ce match-là, et donc qui fait l'essentiel en prenant les 3 points et en distançant un petit peu Choisy. Mais Choisy quand même, il faut compter sur eux quand même cette saison. Ouais, et Arne qui a pu s'appuyer sur l'ancien Douaisien Mathis Baouche qui en marque 6 dans ce match. Qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la division, on y reviendra un petit peu après, mais effectivement qui rend des grands services à Arnes. Dans les autres matchs, on passe pas du classement. Canin Rochelet qui accueillait Saint-Jean d'Angély et victoire importante, on l'avait évoqué lors du dernier épisode. Donc victoire importante des Rochelais, 20-16. Ouais, la Charente, en fait, je ne sais pas si La Rochelle est encore en Charente, mais l'ouest, le sud-ouest, j'allais dire, en fait, pour ce qui s'apparente à un derby, hein, entre La Rochelle et Saint-Jean. La Rochelle a très longtemps, pas ou peu existé du temps du lustre de Saint-Jean et puis, finalement, maintenant, petit à petit, ils ont construit une équipe et la, rivalité régionale est passée, en leur faveur. Donc ils l'emportent 20-16 dans un match, où les attaques ont repris le pas sur les défenses. Et à noter quand même, les 4 buts d'écart, se concrétisent dès la fin de la première période. Parce que La Rochelle a très, très bien pris le match par le bon bout en gagnant la première période 7-2 et puis après c'est très équilibré sur le reste du match. Mais ce mauvais départ de Saint-Jean, ils se le sont traîné pendant tout le match. Donc ils font jeu égal pendant 3 périodes. Mais un match démarre à la première minute et se termine à la 32e et Saint-Jean n'a pas réussi à inverser la tendance de ce très mauvais départ et La Rochelle prend des points très importants et met à mal un peu plus, j'allais dire Saint-Jean, qui avait pas besoin de ça, qui était déjà pas très bien. Donc, écoute, voilà, victoire du mieux classé en tout cas sur ce match-là. Oui, et qui, La Rochelle, a pu s'appuyer essentiellement donc sur 2 joueurs quand même, puisqu'on a Hugo Rinaldi avec 8 buts et Landry Nolo avec 5 buts. Ouais, très Côté sûr. La Rochelle. Ouais, non, non, Rinaldi qui est un joueur qui a joué, déjà à un niveau au-dessus, donc qui confirme, ce que La Rochelle attend de lui, hein, savoir être décisif dans les matchs importants. Donc, écoute, beau succès de La Rochelle dont on le rappelle est promu et fait un beau début de saison. On verra le classement après, mais en tout cas prend les points qu'il doit prendre et c'est ce qu'on demande à un promu. Ouais, tout à fait. On avait donc là, on va rester dans le bas de classement avec Moulins qui accueillait le Racing Club de France. Donc rappelons que le Racing avait battu Givors. Et là, le Racing s'incline à l'extérieur 14-12. Ouais, alors dans le plan de marche, j'avais dit que si le Racing venait à gagner à Moulins, écoute, ils allaient s'extraire pour un moment quand même de la zone, un peu grise du bas. Et puis, Moulins ne s'en est pas laissé compter et décroche un succès très, très important qui place le Racing dans une situation, on verra après, très inconfortable quand même. Et puis, Moulins, qui se donne de l'air, j'allais dire qui avait déjà fait des matchs assez encourageants mais qu'ils n'arrivaient pas à faire tourner en leur faveur et là, à domicile, ils restent maîtres à domicile de ce match-là et victoire importante parce que, on le dit, hein, mais les matchs, dans le bas du classement où tu peux prendre des points ne sont pas légion et quand tu arrives à battre comme ça un adversaire direct, tout d'un coup, tu le passes au classement et quand tu regardes le classement après, ça te donne un petit peu des ailes et puis ça t'encourage pour les coachs et tout ça à repartir. La victoire efface les fatigues et donne de l'encouragement pour la suite. Et donc Moulins avait besoin de cette victoire qui est très, très importante pour eux. Oui, à part effectivement la première période où là ça s'est joué, on va dire l'écart s'est creusé là, 2-0 en faveur de Moulins. Et ensuite, les équipes se sont rendues coup pour coup, restant au contact et à toi, à moi, en passant devant. Moulins avait réussi à reprendre 2 buts en fin de troisième, mais conserver cet écart et prendre des points, comme tu l'as dit, très importants dans l'objectif du maintien en National. Ouais, les 3 dernières périodes se terminent à parité, hein, 5-5, 4-4, 3-3. Donc l'essentiel, avec ces 2 petits buts de matelas au début qui paraissaient anodins, Moulins a réussi à les conserver et donc à se diriger vers cette victoire importante. Autre match, Sauveteur de Givors qui accueillait Mulhouse. Mulhouse qui avait besoin de prendre des points et continuer sa marche en avant. Et chose faite, mais un petit score puisqu'il s'impose à l'extérieur 16-14. Ouais, écoute, Givors, un petit peu difficile à cerner parce que,
ils ont des fois des scores serrés contre certaines équipes. Et puis, ils avaient une défaite récemment un petit peu imprévue. Et puis Mulhouse, Mulhouse qui venait de rencontrer Monaco et Marseille avec 2 défaites au compteur. Une assez large contre Monaco, un peu beaucoup plus serrée contre Marseille, -2, mais qui quand même devait aller absolument. Une défaite à Givors aurait invalidé quand même les ambitions mulhousiennes dans ce championnat parce que Givors a pas battu Livry, a pas battu Monaco, ni Marseille, ni Arles et tout ça. Donc, ça aurait été quand même très compliqué pour Mulhouse de se remettre de cette défaite-là. Et puis, ils ont bien failli quand même passer à la trappe, hein, parce que il y a 12-9 début de quatrième pour les sauveteurs de Givors. Et puis, dans un sursaut, Mulhouse arrive à gagner la dernière période 7-2, ce qui leur permet de repartir avec une victoire qui les satisfera sur le plan comptable, peut-être pas au niveau du contenu, mais en tout cas, ils prennent 3 points qui étaient très mal engagés au bout de 24 minutes de jeu. Ouais, et puis Mulhouse qui s'était déplacé avec 12 joueurs et Givors, toujours, je dirais, un peu en difficulté au niveau de son effectif, puisqu'ils étaient que 11 à domicile. Ouais, alors ça fait plusieurs fois que ça arrive. 11 à partir du moment, si tu as un deuxième gardien, tu plus que 10 joueurs. 10 joueurs, c'est-à-dire que si tu as 3 joueurs à 3 fautes, tu finis en infériorité numérique quasiment le match. Comme on l'a dit, dans des petits bassins avec des règlements qui favorisent les exclusions, tu te mets dans un potentiel danger inutile. Mais bon, écoute, après, les clubs ont pas non plus des effectifs pléthoriques, mais c'est l'occasion aussi, ces matchs-là, de faire monter, même si les gamins ont 14-15 ans, tu dois te présenter à la maison, tu dois au moins présenter 13 joueurs, hein. Ça c'est la base. Ouais, bon, pas énormément de fautes dans ce match, hein, malgré tout. 3 pénaltys sifflés de chaque côté. Les effectifs réduits ont réussi à finir le match. Et dernier match, donc là, on jouait le haut de classement qui allait pouvoir finir invaincu dans ce championnat. Marseille accueillait Monaco et je suis quand même surpris du résultat, en tout cas dans l'ampleur du score, puisque Monaco s'impose à l'extérieur 16-9 après une très grosse deuxième période remportée 8-2 quand même. Ouais, écoute, c'était le choc, comme tu l'as dit, du tout en haut. On avait dit que Monaco avait eu un calendrier favorable en recevant ou en allant chez je ne veux pas dire les petits, mais les équipes moins bien classées. Et puis, ils avaient ce fameux quatuor de match qui les attendait. Donc, ils avaient battu Arles de manière assez convaincante à la maison. Ils étaient allés l'emporter à Mulhouse. Ils avaient été accrochés par Livry la semaine passée, où ils s'en étaient sortis au pénalty. Et puis, là, écoute, c'était le match de la confirmation à Marseille. Alors Marseille privé de Audouin de Revier, qui a eu un accident de moto, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et puis Monaco de son côté qui était privé de Théo Rado suite au carton rouge qu'il avait pris contre Livry-Gargan. Donc hormis ces 2 joueurs manquants, les équipes étaient au complet. Et écoute, oui, je partage ton avis, une victoire de Monaco était évidemment possible. Un -7 à la maison de Marseille était un peu moins envisageable. Marseille a bien pris le match par le bon bout, hein, 3-2 fin de première. Et puis, ils se remettront jamais de ce 8-2 dans la deuxième. 8 buts en 8 minutes, c'est-à-dire que tu rates quasiment rien. Monaco a viré en tête avec +5, qui a dû gonfler quand même le moral et mettre un petit coup de bambou quand même sur la tête des Marseillais. Et puis, ils confirment en gagnant la troisième 3-2. Donc, ils accroissent l'avantage à +6. Et puis, pareil dans la quatrième, 3-2 aussi. Donc, ils virent avec un 16-9 qui marquera quand même un peu les esprits. Monaco avait donc, comme je l'ai dit, fait match nul contre Livry-Gargan. Livry-Gargan qui avait chuté lourdement contre Marseille à la maison 17-10. Donc, on voyait quand même peut-être Marseille souverain un peu dans cette division. Et puis, pas du tout. Monaco, pour l'instant, à part ce petit point de Livry, fait carton plein et fait chuter Marseille à domicile. Donc, je dis pas qu'ils prennent une option. Enfin, oui, ils prennent une option quand même sur la victoire finale dans cette division. Il faudra battre Marseille à la maison et ne pas chuter à Livry. Mais quand même, gros coup des hommes de Manuel Laversane sur cette journée-là, et par la victoire et par l'ampleur du score. C'était les retrouvailles des frères Danowski, puisqu'on avait Dario côté marseillais et Apollo côté Monaco. Et ils ont marqué tous les 2 3 buts. Ouais, je l'ai dit, mais je le répète, Manuel Laversane peut compter sur un Apollo Danowski décisif dans les matchs importants, puisque sur les 4 dernières journées, en ayant joué les 4 premiers du championnat, il a mis 14 ou 15 buts.
Donc c'est quand même quelqu'un qui met 3-4 buts de moyenne sur les 4 dernières journées, encore une fois, contre des équipes qui comptent et dans des matchs qui comptent. Donc c'est un 2009, il a 16 ans. Il a les bons gènes de son papa, Dari, hein, qui était un joueur, très, très bon joueur, très, très dynamique, très vif, très bon attaquant. Et puis, écoute, bien secondé par un autre 2009, hein, Max Malichev, qui met 4 buts sur ce match-là. Tu vois, de 2009 à machin. Adam Novacic, qui est aussi un 2009, met 2 buts. Donc, tu as 9 buts qui sont marqués par des, j'allais dire, des gamins de 16 ans. Théo Barzotelli, qui prend sa place dans cette équipe-là, qui met ses 2 buts. Tino Barna aussi, qui est le frère de Lucas, qui n'est pas souvent à la fête, mais qui va de son petit but aussi en 2009. Donc, une équipe très jeune. Et le fameux Florian Payan, qui est toujours là, l'insubmersible comme les deux, complété par Angelo Sanpertis, qui lui est un 2010. Donc tu vois, la jeunesse, la jeunesse a pris le pas, mais victoire très très importante. Et puis de l'autre côté, tu avais quand même Brody McKnight donc, dans la cage, tu as Léandre Ondo Metogo qui était là, donc des joueurs qui des fois s'entraînent avec l'équipe première et jouent des matchs de Coupe d'Europe. Mais hormis Dario Danowski qui est un petit peu surnagé, la marque ensuite est partagée, mais gros coup encore une fois des Monégasques qui l'emportent à l'extérieur. Ouais, du coup, on va passer un petit coup d'œil sur le classement. Donc, Monaco finit avec 11 matchs, 11 victoires, dont un remporté au pénalty. Donc, au lieu d'avoir 33 points, ils en ont 32. Deuxième, Marseille, du coup, 27 points, 10 matchs, 9 victoires, une défaite. Livry-Gargan, troisième avec 22 points, 9 matchs uniquement. Donc, ils doivent affronter l'INSEP ce soir. Ça devrait être une victoire logique pour Livry-Gargan. Donc, 7 victoires et possiblement une 8e ce soir. Quatrième, Arnes qui fait la bonne opération et qui se replace avec 21 points. Suivi de Mulhouse, 5e avec 18 points. Accompagné par Choisy, 6e, donc ça se joue à la différence de but. 7e, Givors, donc malgré cette défaite, qui conserve cette position-là. On avait dit qu'ils avaient un petit peu de marge. Et bonne opération de La Rochelle, qui se place 8e avec 10 points. 9e, Moulins, qui fait une bonne opération avec 8 points, suivi du Racing, 10e, 7 points. 11e, l'INSEP, 3 points. Et Saint-Jean d'Angély qui ferme la marche avec 1 point. Monaco, on l'a dit, 32 points. Il leur manque ce petit point du match au pénalty. Marseille qui a un match en moins. Donc, on peut vraisemblablement penser que Marseille passera de 27 à 30. Livry qui a 2 matchs en moins sur Monaco. Donc, si ils prennent 6 points, ils seront à 28. Donc, 28 par rapport à une équipe qui a 32, sachant que tu vas les recevoir au retour, où c'est toujours difficile d'aller à Livry. Donc, Livry n'est pas irrémédiablement décroché. Hein. Ils sont là, ils sont en embuscade. Arnes a fait effectivement la bonne opération parce qu'une défaite contre Choisy les aurait fait glisser à la 6e place. Donc, écoute, ils sont 4e solidement, j'allais dire, avec 3 points d'avance. C'est beaucoup, 3 points d'avance, c'est un match. Hein. 3 points d'avance sur Mulhouse et sur Choisy. Et puis ensuite, écoute, la glissade quand même du Racing qui maintenant est 10e, hein, 10e sur 12. Bon, je pense qu'ils descendront pas plus bas parce qu'en dessous, il y a l'INSEP et Saint-Jean qui sont quand même en grande difficulté, mais qui se fait passer quand même par Moulins sur ce match-là. Et c'est pas la bonne opération pour eux de la journée, mais écoute, on verra la réaction des Racingman. Et puis au niveau des canonniers, les 5 premiers de ce championnat, donc Mathis Baouche, comme tu l'as dit, l'ex-douaisien à Arnes, qui a signé 42 buts jusque-là. Basile Fournier, l'Allemand de Choisy, qui suit, j'en avais parlé l'année dernière, avec 37 buts. Audouin de Revier, qui est le 3e avec 36 buts, mais qui ne joue pas tous les matchs. Hein. Il est soit, là, il était blessé, ou soit des fois retenu avec l'équipe première. Donc, je pense que sur ces 36 buts, il n'a pas fait évidemment les 10 matchs qu'ont joué Marseille. Augustin Palais du Racing Club de France, 35 buts. Donc, c'est assez rare de voir quand même quelqu'un dans une équipe qui est mal classée être dans les hautes sphères du classement des buteurs. Et Lucas Barna, le néo-international, qui est 5e avec 34 réalisations. Oui, et puis pour compléter au niveau statistique, on a Monaco finit premier, mais ils sont aussi meilleure attaque avec 213 buts et meilleure défense avec 102, donc une différence de 111 buts, et c'est qui fait quand même une moyenne de buts inscrits par match supérieure à 19 buts par match, donc ça montre aussi toute la force offensive de cette équipe.
Oui, Christophe, on va juste faire un petit point sur le calendrier, la prochaine journée, parce que la Nationale 1, au contraire de l'élite, continue à jouer et aura donc une journée le 20 décembre. Alors, on va regarder un petit peu ça. Marseille recevra Givors avec l'envie de se rassurer et puis de reprendre sa marche en avant. Match très important à Paris entre le Racing Club de France et Saint-Jean. Donc le Racing est dans une mauvaise passe, Saint-Jean aussi, mais Saint-Jean réduit un petit peu les scores. Donc ça sera important pour le Racing de rester maître chez lui. On aura un duel parisien entre Livry-Gargan et Choisy. Est-ce que Choisy est susceptible d'embêter Livry à Livry ou est-ce que Livry, pour conforter ses ambitions, devra absolument l'emporter contre Choisy? Ballottage favorable quand même à Livry. Mulhouse recevra Moulins dans un match qu'ils devront absolument gagner pour prendre 3 points précieux dans la suite. Et puis, on aura donc Arnes qui recevra La Rochelle. Donc Arnes qui devrait normalement rester maître chez lui. La rencontre entre Monaco et l'INSEP a été programmée au 22 février. Donc Monaco a un match en plus. C'est ce match-là qu'ils ne joueront pas et qu'ils ont déjà joué. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos championnats nationaux et là on bascule tout de suite sur l'actualité internationale avec le match de préparation France. You know how everything's a subscription now? Music, movies, even socks. I swear if I... To continue this ad, please upgrade to Premium Plus Platinum. What? No. Anyway, Blue Apron... This is a pay-per-listen ad. Please confirm your billing. Oh, that's annoying. At least with the new Blue Apron, there's no subscription needed. Get delicious meals delivered without the weekly plan. Wait, no subscription? Keep the flavor. Ditch the subscription. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. When the flu is keeping you up at night, don't try to tough it out. Knock out your flu symptoms with NyQuil Intense Flu. You got this. It provides powerful relief of your flu symptoms so you can sleep well through the night. NyQuil Intense Flu. The nighttime sniffling, aching, fever, best sleep with a flu medicine. Use as directed. Keep out of reach of children. Hongrie qui avait lieu mercredi dernier, match qu'on pouvait suivre sur Sportall via ffnatation.tv et avant de détailler ce match qui a été un très bon match dans une piscine Georges Valeret bien remplie, une belle ambiance et surtout une bonne diffusion, donc bravo à la fédération quand même aussi pour cette diffusion. C'est toujours bien de pouvoir suivre ces matchs quand on n'est pas sur place. Et en plus, on a eu un beau spectacle puisque fin du temps réglementaire, on a match nul 17 partout et la France qui cède au pénalty 5-4 après un dernier tir sur le poteau. Mais on va détailler tout ce match. Ouais, Christophe, écoute, je me suis régalé. D'abord, l'écrin, ils font un bel écrin et la piscine des Tourelles est un super beau bassin. Avec des tribunes bien garnies pour un soir de semaine. Donc ça déjà, ça fait plaisir à voir. Ensuite, comme tu l'as dit, une très bonne diffusion avec des très bons commentaires pertinents et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très bien, très agréable à suivre. Avec une petite mi-temps où ils ont interviewé le sélectionneur de l'équipe nationale féminine, Lorraine Doranty. J'ai trouvé ça fluide et très bon, avec une bonne qualité d'image. Et puis, pour qu'il y ait un beau spectacle, il faut 2 belles équipes et du suspense. Et puis, écoute, ça a été le cas. Un match que on voyait la France perdre à 14-11 parce que dans un match serré, quand tu prends 3 buts d'écart, à un moment donné, c'est difficile de les combler. Et puis, la France a été magnifique d'opiniâtreté, de courage pour repasser devant. Donc, on l'a cru gagner aussi à un moment donné ce match, puisque la France passe devant à 7-8 secondes de la fin. Et puis, l'égalisation des Hongrois consécutive à un temps mort les amène au pénalty qui remporte. Mais avant de rentrer dans le détail un peu du match, j'ai trouvé une équipe de France fraîche qu'on a envie d'accompagner, de soutenir avec ça a toujours été le cas. On a toujours été derrière les équipes de France. Mais j'ai trouvé un renouveau. Alors, l'équipe était privée d'Hugo Crouzilla, son capitaine historique. Alors, je ne sais pas s'il a été mis au repos à sa demande ou s'il est blessé, etc. Je n'ai pas plus de détails que ça. Mais j'ai trouvé cette équipe emballante
et puis qui donne envie d'être avec elle. C'est pas facile parce que on sait que la France a perdu des joueurs importants ces derniers temps et que c'est un nouveau cycle qui commence. Et puis il n'avait pas très bien commencé avec cette Coupe du Monde à Oradea où la France avait fini qu'avec des défaites et avait fini dernière du tournoi. Mais là, écoute, je trouve que c'est bien courageux. On va pas gagner tous les matchs, hein, c'est sûr, mais en tout cas, une équipe valeureuse et que j'ai trouvé dynamique, solidaire et j'ai bien aimé. Ça m'a beaucoup plu. L'état d'esprit m'a beaucoup plu. Oui, une équipe de France, bon, probablement aussi un petit peu comme les Hongrois, privée de quelques joueurs qui étaient retenus par leur club ou dans leur phase de préparation, voilà, ils sont pas encore au complet, mais l'équipe de France non plus. Et sachant que le démarrage du regroupement avait commencé donc le 7 décembre, là, le match était le 10, donc pas tellement de jours finalement pour travailler, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe de France. Et je partage effectivement cette première analyse où on a eu, alors c'est pas le premier mot qui me venait, mais je trouve qu'il est bien approprié, la fraîcheur de cette équipe de France. Parce que c'est vrai que, compte tenu des derniers résultats, on pouvait se poser beaucoup de questions. Et là, je trouve que ça envoie quand même un très bon signal pour l'avenir et aussi, en tout cas on l'espère, et aussi dans une base peut-être de consolidation ou de préparation pour la suite. Je dirais comme ça tout de suite qu'on peut peut-être envisager de bons résultats, enfin en tout cas pareil, hein, on l'espère aussi, mais de bons résultats à partir de janvier au championnat d'Europe à Belgrade, parce que si l'équipe de France joue comme ça, avec cette dynamique-là, on peut espérer effectivement de belles choses. Comme tu l'as dit, le rassemblement avait eu lieu à l'INSEP. Il a fallu déjà enlever 6 joueurs pour pouvoir constituer cette équipe de 14. Donc les 14 qui étaient sur la feuille de match, donc les 2 gardiens, c'était Hugo Fontani et Julien Hoffner. Et puis ensuite, en ce qui concerne les joueurs de champ, on avait donc Mathis Mas, Kylian Bress-Fernandez, Alexandre Boué, Alexis Drahe, Thomas Vernou, Steven Vitran, Denis Guérin a été rappelé, qui n'était pas dans la liste des 20 au début, mais suite à la blessure Baudouin de Revier, a été convoqué et est venu et était donc sur la feuille de ce match-là. Romain Marion Vernou, Enzo Nardon, Pierre-Frédéric Van Peperstraat, Andrea Denardi et Jean-Baptiste Carpentras, équipe donc coachée, premier vrai test pour Vjeko Kobechak, assisté d'Olivier Chandieu. Et puis en face, alors c'est pas du tout pour minimiser la performance des Français, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, qu'on se méprenne pas, mais avec des absents quand même de marque, et je doute que Zulte Varga ira à Belgrade sans Zalanki, sans Manertz. Manertz qui était présent dans les tribunes, donc il manquait Zalanki, Manertz, Silar Niangsic qui est le capitaine, Vigvari, celui de Barceloneta, Fekete, Shoma Vogel dans la cage. Donc très grande revue d'effectifs, il manquait Molnar aussi, très grande revue d'effectifs de Zulte Varga, qui veut voir un petit peu si les jeunes pousses sont prêtes pour le niveau international. Mais il est quasiment certain que la Hongrie, que la France affrontera en poule à Belgrade, aura dans ses rangs les joueurs que je viens de citer. Encore une fois, ça ne remet pas en cause ce qu'on a vu, mais il fallait quand même en parler. Et puis, non, la France qui a joué les yeux dans les yeux avec cette équipe-là. Et même si c'est une équipe qui n'est pas complète, ça reste la Hongrie. Donc, tu ne fais pas jeu égal avec les Hongrois comme ça. Et j'ai vu des choses, on va en parler en détail, mais qui m'ont vraiment enthousiasmé. Ouais, alors je vais donner quelques statistiques avant ça, parce que c'est pas inintéressant. En termes d'exclusion, on a quand même la France donc qui a subi 14 exclusions et qui en a provoqué 19. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein, dans les déplacements et dans les choix de pose en pointe, hein, parce qu'on a eu un bon Mathis Mas quand il était dans l'eau, qui a été un bon point de fixation, que les Français ont marqué 10 buts en zone plus sur les 17 inscrits, contre 6 côté hongrois, donc les Hongrois qui ont beaucoup plus marqué en attaque placée, et il y avait une grosse qualité de shoot côté hongrois, malgré les absences qu'on a citées. Aussi, ce qui est assez étonnant, sans plus, hein, mais les 2 équipes finissent avec le même nombre de tirs et forcément le même nombre de buts, puisqu'il y a 17 partout. Donc 17 sur 34 tirs. 2 belles équipes, un beau match et plein de choses encourageantes, je le répète encore. Voilà, au niveau des scores par période, on peut peut-être le donner aussi. Donc
3-4 première période, 5-5 deuxième, 3-4 à nouveau troisième période et les Français qui reviennent dans cette quatrième période en la remportant 6-4. Donc un match, comme tu l'as bien souligné aussi, voilà, très plaisant, très agréable à regarder, aidé par de très bons commentateurs. Pas mal de positifs dans ce match. Ouais, et puis écoute, moi j'ai vu des joueurs libérés, j'ose employer ce mot-là, des joueurs qui sont des fois, alors c'est encore une fois une impression, hein, on n'est pas dans les clubs et on voit pas ce qui se passe. Mais j'ai trouvé des joueurs alertes et je pense à Romain Marion Vernou qui a pris sa chance peut-être plus qu'il ne le fait à Marseille et qui a un vrai bon bras, un Romain qui a toujours eu un bon bras. On va parler d'Alexandre Boué qui a quand même pas raté grand-chose sur ce match-là, hein, qui finit avec 7 buts. Alors, il a mis des pénaltys, mais les pénaltys, il faut les mettre. Puis, des joueurs qui, au niveau international, mettent 7 buts contre la Hongrie, il y en a pas non plus 15 000. Donc, un Alexandre Boué toujours décisif, avec toujours cette qui est bien souvent à la finition des actions, hein. Les joueurs font un focus un peu plus sur Thomas, qui a l'intelligence de pas croquer et de donner souvent à Alexandre qui finit toujours avec ce shoot, soit la diagonale qui est bien trouvée, soit le rebond, petit côté qui va bien aussi. Donc je l'ai trouvé très, très enthousiasmant lui, et les autres et puis, une marque qui est partagée quand même, hein, puisque tu as plusieurs buteurs, alors il y a pas que les buteurs dans un match de polo, hein, mais Brest Fernandez a marqué, Guérin, donc des joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au scoring. Guérin a marqué, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui prennent leur chance et qui n'ont pas peur. Pierre-Frédéric Van Peperstraat au scoring aussi, ainsi qu'Enzo Nardon. Bon, Thomas nous a fait. On a vu, très honnêtement, on a vu beaucoup de shooters dans notre vie, mais Thomas, il a quand même un shoot, on va pas le dire à chaque émission, mais il a un shoot qui est le shoot qui met quasiment au milieu de la cage vers la fin. Là, c'est un joueur qui a un shoot qui fixe quasiment pas. Donc, il n'a pas une fixation. Thomas, il te bat pas sur la fixation. Il te bat sur la puissance et la vitesse d'armée du bras. Donc, c'est quelqu'un qui shoot vite et fort. Je l'avais déjà dit, c'est pas. On a connu plein de joueurs qui shootaient vite, comme Manuel Estirté, mais pas forcément fort. On a des joueurs qui shootaient comme Simench, fort, mais pas forcément vite. Et lui, il a les deux, c'est-à-dire qu'il a une préparation de bras et une vitesse de bras, une explosivité incroyable, combinée à une puissance. Donc, quand il cadre, c'est très dur quand même et c'est un joueur, je pense, qui fait peur aux gardiens. Donc, Thomas a fait du Thomas, je te dis, bien suppléé. Et puis, au global, j'ai bien aimé ça parce qu'il y avait à un moment donné tout pour lâcher à 14-11. Et puis, quand tu es décroché comme ça vers la fin du match, tu n'as pas forcément toujours les ressources pour revenir. Et puis, les Français ont trouvé ces ressources-là et puis ont poussé les Hongrois réaliser l'exploit, hein, parce que s'il y a pas d'égalisation, ça se finit par une victoire. Puis après, les pénaltys, écoute, c'est un coup à toi, un coup à moi. Puis ça se finit juste sur un raté français. Mais moi, j'ai été emballé par tout ce que j'ai vu. Ça ne veut pas dire, je te dis, qu'on fera à nouveau match nul avec eux au championnat d'Europe. Mais en tout cas, je pense que Kobeschak sortira de ce match-là avec des enseignements. Et les enseignements, je suppose, seront positifs. Bien belle soirée. On devrait avoir plus souvent de matchs comme ça pour faire la promotion de notre sport parce que il y avait peut-être pas que des gens qui connaissent le polo qui se sont déplacés et c'est un formidable outil comme ça, télévisuel en plus pour la promotion du polo et l'équipe de France a répondu présent. C'est très important pour l'avenir. Ouais, très important. Donc, tu le disais, Alexandre Boué, je crois qu'il a fait 9 tirs, hein, qui marque 7 buts sur 9 tirs. Donc, effectivement, il n'a pas raté grand-chose. Et pareil, effectivement, je suis du même avis que toi. J'ai trouvé qu'on avait des joueurs beaucoup plus libérés, qui prenaient un peu plus d'initiative que des fois on peut les voir en club. Donc, ceux qu'on voit le plus, c'est les Marseillais aussi à travers la Champions League. Puis, bon, dans le championnat, c'est un peu différent. Les nouveaux entrants qui ont su se mettre un petit peu au niveau aussi, ça c'est très intéressant. Des joueurs qu'on voyait plus, hein. Bon, on a le retour de Benardi dans cette équipe qui a fait un bon match. Il a joué un peu en pointe, comme Pierre-Frédéric Van Peperstraat aussi. Je te coupe, mais ils ont surtout eu du temps de jeu. C'est très compliqué quand tu joues 1 minute, quand on te donne à manger 1 minute par-ci par-là. C'est très compliqué de briller parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on te donne 1 minute par-ci par-là, mais quoi que tu fasses durant cette minute, tu sais que tu vas sortir. Donc c'est ça que je reproche un petit peu. Et tu t'aperçois quand même que quand Alexandre Boué, il est en chauffe et qu'il fait 7 sur 9, comme tu l'as dit, il sort pas beaucoup. Donc, à un moment donné, ce dogme de tu joueras 2 minutes et quoi que tu fasses, tu sortiras, je suis contre ça. Et il y a rien de plus compliqué pour un joueur
en 1 minute, tu peux pas sauver ton match, donc tu es plus susceptible de faire des conneries que de faire des exploits et même si tu devais marquer un but ou faire un exploit ou quoi, tu sors quand même. Là, il y avait pas ça et effectivement, Pierre-Frédéric Van Peperstraat, Andrea Denardi ont un temps de jeu beaucoup plus, étoffé, qu'à Marseille. Je rappelle, encore une fois, qu'on a des joueurs français qui sont de bons joueurs. C'est pas juste des faire-valoir en coupe d'Europe, qui sont là pour cirer le banc et on a des vrais bons joueurs. Ces vrais bons joueurs-là, il faut les faire jouer. Voilà. Donc, et tu t'aperçois miraculeusement que quand ils jouent, waouh, ils sont pas si mal que ça quand même. Donc il faut les faire jouer, c'est des bons joueurs. Oui, c'est des bons joueurs, je confirme et c'est dommage effectivement que des fois on n'a pas l'occasion de les voir un peu plus. Pour rester encore un petit peu sur l'équipe de France, bon, j'ai trouvé que Hugo Fontani, bon, on va dire pas aidé en tout cas par la qualité de tir hongroise, mais bon, il a pas fait le match que on va dire peut-être qu'on espérait ou que même lui espérait, hein. Je pense que bon, on sait qu'il réfléchit beaucoup à ça et on voit bien sur son attitude, que ça l'enchantait pas de prendre des buts pareils. Mais bon, voilà, peut-être qu'avec un Hugo, un peu plus, en verve, l'équipe de France aurait pu s'imposer peut-être avant, dans ce match. Mais, bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, c'était un match quand même si ça restait un match amical, ça restait un match très important pour les 2 équipes parce que, elles sont en préparation et que, chacun, des joueurs, veut donner le meilleur de lui-même pour, justement, rejoindre Belgrade. Et on sait, aussi, côté hongrois, la densité de joueurs, qui est un peu plus importante qu'en France et que, chacun, a envie de briller pour ça. Et donc on avait, notamment, bon, je pense que lui, il devrait y être, mais il est assez jeune, je crois, Akos Nadji, qui marque 4 buts dans ce match, le gaucher, c'est un gaucher d'ailleurs, même si on l'a dit, Zalanki était pas là, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être une place à prendre aussi, qui met 2 beaux buts, en première période. On a, Adam Nadji, le Marseillais, qui en met 3 et qui était le capitaine de cette équipe. On a, Vic Vary, l'aîné, je crois, des frères, donc qui joue à Ferencváros, en met 3 aussi. Bon, c'est des joueurs qui devraient être présents, comme je l'ai dit, à Belgrade. Mais bon, sur les autres, c'était ça jouait, quoi. L'engagement physique était présent. Et Thomas Vernou, d'ailleurs, je pense, en a subi un peu les conséquences parce qu'il avait quand même un traitement de faveur. Voilà, maintenant, il commence à être bien repéré des autres équipes. Ils savent la force de ce joueur-là et ils essayent de le museler. Bon, ils y sont pas arrivés. Il en marque 3, un but, à part en première période. Il marque un but dans chaque période. Il a été sanctionné aussi par 2 exclusions en 3e période, donc ils l'ont un peu mis, un peu plus en difficulté, donc il est un peu sorti, mais voilà, qui était bien présent dans ce match. Ouais, alors je vais me faire l'avocat un peu d'Hugo Fontani. Alors certes, c'est le niveau international, donc au niveau international, les joueurs ont un shoot, mais quand même, quand tu vois la qualité de fixation, la qualité de secteur, la qualité, la puissance aussi, parce qu'il y a pas que Thomas qui a un shoot puissant, il y a d'autres joueurs. Les Testons, les Hongrois sont historiquement les spécialistes des shoots au-dessus de la tête, ça part très vite. Et la fixe, en fait, le but, il se fait quasiment sur la fixe. Quand tu fixes bien et que tu shootes un peu à contre-temps ou quoi, dans un bon secteur, c'est très compliqué pour les gardiens. Malgré tout, on fait 50%, hein, comme tu l'as dit, 17 sur 34, c'est les 2 équipes, donc c'est pas si mauvais que ça, mais il y a des shoots quand même. Alors le hongrois, le gaucher, là, Nagy, dans la grande tradition des gauchers hongrois, hein, on a récemment eu Benedek, Kish, Madarash, maintenant on a Zalanki. Les Hongrois arrivent à produire des gauchers et des gauchers performants. Et comme tu l'as dit, des fois, dans ces matchs de préparation-là, il vaut mieux jouer l'équipe de sénateurs qui est sûre de participer à la compétition, qui voudra peut-être pas se blesser, en tout cas qui n'a rien à prouver parce qu'elle est sûre, elle, de faire partie de la compétition, plutôt que des mecs qui jouent leur qualif, leur sélection et qui jouent comme des chiens parce qu'il y a 3 places à prendre et qu'ils sont 8 et que, il faut absolument, se montrer, se faire voir, marquer des points. Donc, ces joueurs-là sont, beaucoup plus dangereux qu'une équipe déjà installée. On verra ce que ça donnera à Belgrade, mais en tout cas, on rappelle la poule, hein, donc, la France, la Hongrie, le Monténégro et Malte. Il faudra finir dans les 3 premiers pour, croiser ensuite avec une autre équipe.
Donc il faudra, théoriquement mettre Malte derrière. Le Monténégro, écoute, on prendra les matchs, les uns après les autres, mais moi je trouve que c'est pas mal et puis, est-ce que les joueurs qui étaient pas dans les 14 cette fois-ci, est-ce qu'il y en a un qui pourra un petit peu pousser les portes et s'installer? On ne sait pas. On verra ce que Vjeko Kobechak, réservera comme sélection. Il y a encore des stages de travail, il y a encore des tournois en Serbie, tout ça, donc il y a encore de la matière quand même pour qu'il fasse son choix définitif. Mais sur ce que j'ai vu là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de France, hein. La dernière fois, c'était donc en début d'année, en janvier-février pour cette fameuse coupe du monde à Oradea. Là, écoute, ça faisait 10 mois, 11 mois qu'on ne les avait pas vus et moi, écoute, j'ai été enchanté, de la performance. J'ai passé une très bonne soirée de polo, ça fait du bien. Ouais, et rappelons, ça me fait penser que le dernier match nul de l'équipe de France, c'était contre Malte. On en avait parlé. On avait du mal à expliquer ce match nul, mais en tout cas, c'était ça. Et pour compléter aussi, petite info, puisqu'on aime bien aussi donner quelques infos du polo, on a Malte qui sera renforcé par on va dire, l'ex-russe Nagaïev. On en a parlé puisqu'il joue la Champions League, qui sera avec l'équipe de Malte. Donc, bon joueur en plus. Ouais, alors écoute, au moment où on apprend que la Russie va être réintégrée dans le concert international, on aurait pu penser que les Russes, allaient, patienter un petit peu et puis revenir. Bon, Kharkov, lui, il est parti il y a déjà un moment. Donc lui, il est parti, ça n'avait rien à voir, la guerre n'avait pas encore commencé, donc lui, ça n'a rien à voir avec les événements. Lui, il a rejoint la Croatie. On a parlé de Kolod, qui lui est pour le Monténégro, et Nagaïev, le gaucher du Mladost Zagreb, qui est un très bon joueur, écoute, rejoint Malte. Donc on aurait pu penser qu'il allait rejoindre un gaucher, c'est toujours très demandé parce que c'est rare. On aurait pu penser qu'il allait rejoindre, j'allais dire, une sélection peut-être plus prestigieuse, mais il rejoint Malte. Donc en fait, les Russes ne retournent pas en Russie. Il reste dans les joueurs importants. Merkulov, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais je ne sais pas ce qu'il fera, s'il prendra une autre destination ou si il arrêtera complètement les équipes nationales. Mais en tout cas, c'est un renfort pour Malte. Et il faudra bien évidemment prendre Malte très au sérieux dans ce Malte qui sera le match de la qualif, hein. Donc il faudra prendre Malte très au sérieux et comme tu l'as dit, on avait failli trébucher, avec une égalisation en toute fin de match et une victoire au pénalty. Donc il y a pas de petites équipes maintenant, les équipes sont préparées, il y a des grosses équipes, mais il y a pas de petites équipes et donc il faudra être très vigilant contre Malte au championnat d'Europe pour pouvoir, au moins sortir des poules. Ouais, on suivra ça. Donc l'équipe de France, donc il y a encore pas mal de travail en perspective avec des stages. Il y a quelques petites pauses là, mais après ils retournent à l'INSEP et ensuite ils vont partir à l'étranger. Alors je sais plus, j'ai plus en tête le tournoi, mais ils ont un gros tournoi juste avant. En Bosnie, je crois. Ouais, juste avant, effectivement, je crois qu'il y avait la Hongrie, la Serbie et je sais plus la troisième équipe. Enfin, en tout cas, il y aura du niveau pour aller chercher les derniers détails. Et une autre info aussi qui est tombée là récemment, bon, il y avait eu déjà quelques prémices, mais c'est confirmé. L'Étoile rouge de Belgrade en Serbie qui est en très très grosse difficulté puisqu'ils se retrouvent avec seulement 6 à 7 joueurs à l'entraînement. Donc ils se demandent comment ils vont jouer. Parler un peu des difficultés des clubs après ces Jeux Olympiques et la difficulté du sport en général, ça se confirme aussi malgré tout dans un pays où le water-polo est très important. Il y a un club très important aussi, hein, l'Étoile Rouge, donc qui est en difficulté côté water-polo. Qui a déjà gagné la Champions League, hein, la fameuse année où Reco était absent. Ils avaient gagné la Champions League en rapatriant un petit peu toutes les stars serbes. Donc, écoute, après, à Belgrade, tu sais, entre l'Étoile Rouge, Partizan et Novi Beograd, ça tourne un petit peu dans ces clubs-là. Le Partizan a longtemps régné en maître sur la capitale serbe. Et puis là, ils sont rentrés dans le rang. Ça a été un formidable laboratoire de formation. Tous les grands joueurs, Perlainovic, Vujasinovic, tout ça, sont sortis Aleksic, du Partizan. Et puis, ils ont été aussi en difficulté financière. Novi Beograd a mis de l'argent, donc tu récupères des joueurs. Et c'est les vases communicants. Maintenant, c'est l'Étoile Rouge. Donc, écoute, c'est comme ça fait partie de la vie un peu des clubs. Et puis, on souhaite quand même à l'Étoile Rouge de se redresser et de rejoindre un petit peu des eaux plus calmes.
Ouais, et puis dernière info, un petit résultat, puisqu'on avait dit que Brescia s'était imposé au pénalty contre Ferencváros. Et ben là, il y avait un match dans le championnat italien Recco-Brescia, et Recco ne s'impose que 13-11 contre Brescia, donc confirmant peut-être un peu la bonne santé récente de Brescia, et c'est pas pour nous déplaire dans la suite de ces différents championnats et aussi en Coupe d'Europe. Ou la moins bonne santé de Recco, hein. Alors Recco, certes, est pour l'instant la seule équipe en Champions League à avoir fait 5 victoires en 5 matchs. Mais je te dis, c'est plus le Recco au rouleau compresseur d'avant qui écrasait un peu tout sur son passage. Ils ont eu la perte quand même cet été, même s'ils ont fait un mercato. Tu perds quand même Ben Alok, la pointe américaine, qui était un sacré point de fixation devant. Tu perds Echenique. Ils ont perdu Del Longo, le gardien, et surtout Aaron Younger, qui se dit qu'il y a un joueur qui n'est pas coté, mais qui est un super joueur, qui peut remplir plusieurs rôles. Alors certes, ils ont pris Granados, ils ont pris Buric, et puis ils ont pris le gaucher australien Padilla. Donc ça meuble évidemment, ça fait plus que meubler l'équipe, mais je trouve que les résultats, il n'y a plus des plus 10 comme ils avaient avant. Ils seront évidemment durs à battre, mais l'écart s'est un petit peu réduit, et Brescia, c'est là que tu vois le boulot de Bovo quand même, qui fait grandir cette équipe et qui réduit l'écart. En une semaine, aller gagner à Ferencváros et faire que 2 buts contre Recco, Brescia va finir 2e de sa poule et rencontrera donc des premiers dans la poule suivante. Mais Brescia, c'est pas cadeau, même titre que Mladost, qui peut finir vraisemblablement 2e ou Niki. Donc ouais, non, ça travaille bien du côté de Brescia. Ouais, et puis tu as oublié Max Irving aussi, qui était à Brescia, qui a rejoint Recco aussi. Oui, oui, l'Américain médaille de bronze au jeu, qui est une très très bonne recrue, un très bon joueur depuis longtemps. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que vous aurez passé un bon moment à nous écouter. Semaine prochaine, dernier épisode de 2025, et on devrait avoir un invité. Donc, suivez bien l'actualité pour se donner rendez-vous la semaine prochaine. En l'absence de championnat, on reprendra notre parcours, j'allais dire, d'invités, avec quelques petites surprises. Et puis, donc, écoute, on aura quelqu'un au micro la semaine prochaine et les semaines suivantes. Voilà, merci à tous et bonne semaine. À bientôt. Our HBCUs have a legacy that's straight up golden. And McDonald's is proud to help keep it that way. Since 2021, the Golden Arches has connected with the Thurgood Marshall College Fund to provide $1 million in scholarships for students headed to our HBCUs. That kind of cash helps keep bright minds on the yard, dreams within reach, and the future golden. Learn more about McDonald's Black and Positively Golden scholarships at mcdblackscholars.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.